Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité, présenté à la radio et à la télévision des journaux avec une rigueur totale, ne vous a pas empêché de passer pour un type pas sérieux quand vous évoquiez d'autres types justement dans des objets volants non identifiés, un sujet que paradoxalement vous n'avez pas survolé, bien au contraire, vous le démontrez encore aujourd'hui dans un livre. Bonjour Jean-Claude Bourré. Bonjour Jacques et bonjour à tous vos auditeurs. Et ils sont de plus en plus nombreux puisqu'on a passé le cap des 800 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, je le précise. Félicitations, alors, mais succès mérité. Merci. Alors, il se trouve que vous étiez venu tout au début des Clés d'une vie, il y a 6 ans. Là, il y a un nouveau livre qui sort, Les ovnis voyagent dans le temps, chez Guy Trédaniel. On va en parler tout à l'heure. Mais le principe des Clés d'une vie, c'est votre carrière et elle est très importante. Et j'ai trouvé des dates intéressantes comme celle du 13 septembre 1969. Votre première télé, qui est paradoxalement à la radio, au salon de la radio et de la télévision. Vous êtes dans un bocal et vous annoncez le journal de France Inter, les titres. Vous vous en souvenez ? Oui, très bien. C'était très impressionnant pour moi. Et ce qui était impressionnant aussi pour moi, c'est qu'il y avait cette année-là les premiers postes de télévision couleur qui coûtaient une fortune. C'était l'équivalent de 4 mois de SMIC à peu près, c'est-à-dire peut-être 6 000 € d'aujourd'hui. C'était extrêmement cher, mais voir les images de la télévision en couleur, c'est un choc qui est resté dans ma mémoire. Alors, ce salon de la radio et la télévision, ce que dit le présentateur Georges Laurier, c'est que vous êtes un homme élégant, cravate, pochette, et vous annoncez les retards des trains, ce qui n'a pas beaucoup changé, comme titre de l'information et de l'actualité. Oui, je me souviens très bien de ça, puisque un de mes amis m'a dit « Mais il y a une télévision de toi alors que tu étais encore à la radio ». Donc j'ai découvert effectivement que j'avais été filmé à l'époque. Et j'étais évidemment plein d'allant, je devais avoir 27-28 ans. Et j'avais toute la vie devant moi, et j'ai encore toute la vie devant moi. Exactement. Alors, la radio, je crois que ça a commencé 2 ans plus tôt, Jean-Claude Bourré, et vous avez couvert les événements parisiens après la guerre des 6 jours. Oui, le premier reportage que j'ai fait, c'était une manifestation de juifs parisiens qui soutenaient Israël parce que c'était, je crois, de mémoire, le 6 juin ou le 8 juin 1967. Et donc mon rédacteur en chef m'avait dit Jean-Claude, tu prends la voiture à chef et tu vas faire un reportage sur la manifestation des Juifs à Paris. Alors moi la voiture à chef, pour moi c'est la voiture du chef. Je savais même pas ce que c'était qu'une voiture à chef, qui veut dire une voiture haute fréquence. Et donc j'étais tout fier de prendre la voiture du chef, et puis après j'ai découvert que c'était la voiture à chef. Et il se trouve aussi que à l'époque vous avez appris votre métier sur le terrain, parce que finalement les écoles de journalisme, c'est bien, mais c'est sur le terrain qu'on apprend notamment à parler. Lorsqu'on vous voit au salon de la radio et de la télévision, vous n'avez pas de papier devant vos yeux, vous êtes assis sur une chaise, il n'y a pas de table et un micro qu'on tient à la main. Oui, ce qui était très impressionnant quand je suis arrivé à France Inter, c'est qu'on m'a appris à parler. On m'a appris à articuler, on m'a appris à poser la voix, on m'a appris à pas faire une bouillie pour les chats que malheureusement nous entendons souvent sur un certain nombre de radios et de télévisions. Nous avions des cours d'expression orale où nous avions des professeurs qui nous disaient non, là vous n'articulez pas, là les auditeurs ne vont pas vous comprendre, refaites votre phrase. Et donc on m'a appris à parler, à projeter ma voix, à articuler. Et il se trouve qu'à l'époque, ce n'était pas le buzz qui comptait, mais la recherche de l'information, Jean-Claude Bourré. Ah, évidemment, il n'y avait pas de problème pour savoir si nous avions fait 10, 20, 40, 60% de taux d'écoute, puisqu'il n'y avait que France Inter. Il n'y avait pas les radios libres. Sud Radio n'existait pas, ni les autres radios. Si, ça existait, mais très loin, tout petit. Ah, très loin, tout petit. Mais en tout cas, nous avions le monopole absolu sur la France, et nous étions émis à la fois en grandes ondes, et en modulation de fréquence, qui était un progrès absolument colossal. La qualité du son. Oui, et la qualité de l'information qu'on vérifiait à chaque fois. Oui, ça c'était le rôle du rédacteur en chef. À l'époque, c'était Jacqueline Baudrier, pour les plus anciens, qui ont connu évidemment cette voix de la radio, puis de la télévision, puisqu'elle a fait ensuite 24 heures sur la une. C'était une femme très rigoureuse, et je me souviens qu'elle corrigeait les papiers avant que nous n'allions à l'antenne. Elle demandait le papier qu'on avait écrit ou dicté à une secrétaire, elle mettait les virgules
virgule, elle mettait les points, elle barrait éventuellement un mot, elle mettait un autre mot à la place d'un adjectif. C'était un peu une institutrice. Et il se trouve aussi qu'à l'époque, on vous a appris une chose qui semble simple mais qui n'est pas courante, c'est la confraternité, Jean-Claude Bourré. Oui, ça, je n'ose pas dire que c'était un peu naturel, parce que, en ce qui me concerne, moi j'aime les gens, qu'ils soient journalistes, animateurs, ou que ce soit des auditeurs ou des téléspectateurs. Donc la confraternité, pour moi, allait de soi. C'est-à-dire que quand un journaliste téléphonait qu'il avait besoin de quelque chose, évidemment, nous étions tout à fait disposés à lui rendre service. Et il se trouve aussi que ce qui était important pour vous, c'est la radio, car je crois que la radio, ça, c'était dans vos gènes. Depuis vos jeunes années, vous avez voulu faire de la radio, Jean-Claude Bourré. Oui, quand j'ai pris cette option, à la sortie du centre de formation des journalistes, j'avais fait la section radio. J'avais eu comme professeur Georges Fillou, qui était journaliste à Europe 1, sur une radio concurrente de la vôtre, et qui est devenu ministre de l'information du président Mitterrand. Et j'ai eu la chance de sortir major de la promotion radio, et comme j'étais major, on m'a dit, bon, ben, tu as le choix entre Europe 1 et France Inter. Et j'ai pris France Inter parce que je connaissais bien Jacqueline Baudrier, pour une raison purement de hasard. Sa sœur habitait à 100 mètres de la maison de mes parents, à Montgeron, et je jouais avec les enfants de cette sœur, et je voyais Jacqueline Baudrier tous les week-ends, qui venait dire bonjour à sa sœur, et qui me disait, ah ben vous êtes curieux de tout, vous devriez être journaliste. Et c'était un journalisme où il n'y avait pas d'internet, il fallait trouver l'information, trier les dépêches, et ça petit à petit vous l'avez appris en montant en grade dans vos fonctions, Jean-Claude Bourré. Oui, alors évidemment, les jeunes aujourd'hui, quand je fais des conférences dans les écoles de journalisme et que je leur explique comment un journaliste professionnel vivait dans les années 70, c'est un peu comme si quelqu'un vous disait, ben voilà, je suis allé à la chasse aux dinosaures. Donc c'était, évidemment, il n'était pas question d'avoir des ordinateurs, il n'était pas question d'avoir des smartphones. Nous travaillions avec des feuilles de papier, des téléscripteurs où les informations s'imprimaient comme avec les vieilles machines à écrire, ou quand on tapait sur la lettre A, et il y avait une sorte de médaille qui sort et qui va frapper la lettre A. C'était vraiment le début de la presse moderne. Puis ça s'est accéléré et très vite nous avons eu affaire à l'informatique. Voilà. Il se trouve aussi que c'était à la maison de la radio, qui était toute jeune à l'époque. D'ailleurs, l'accès était facile, il n'y avait pas de garde, à tel point qu'un jour, deux braqueurs qui avaient braqué une banque quelques secondes plus tôt sont rentrés dans la maison de la radio, on a fermé toutes les portes et on ne les a jamais retrouvés. C'est exact, et je me souviens très bien des policiers qui étaient partout, armes à la main, et qui chassaient les braqueurs qui s'étaient réfugiés dans la maison de la radio. Ça a été un grand moment. Et c'est vrai que là, on travaillait, c'était immense, mais on travaillait presque en famille, Jean-Claude Bourré. On travaillait et on s'amusait. Je me souviens par exemple que le week-end, Jacques Vendroux, qui est toujours un spécialiste du sport dans les médias, et qui à l'époque était comme moi un tout jeune journaliste débutant, il avait organisé une fois une course de vélo au 4e étage de la maison de la radio. On avait ouvert toutes les portes puisque la maison de la radio est ronde, et on passait à toute vitesse devant le bureau du président. Heureusement que c'était le samedi. On avait l'huissier qui hurlait « Vous n'avez pas le droit de faire du vélo dans la maison de la radio ». Bon, ça c'était un peu les gags que nous faisions, parce qu'à l'époque on savait un peu rigoler et s'amuser. Et on a fait quelque chose d'encore plus extraordinaire. Il y avait un journaliste sportif qui s'appelait Tommy Franklin, qui était spécialiste du sport automobile, et il venait tous les jours pratiquement avec une nouvelle voiture que lui prêtaient les constructeurs. Un jour, il vient avec une petite Fiat 500 qui pèse à peu près 600 kilos. Et donc, il y a un copain qui a dit, un journaliste, un confrère qui a dit et si on montait la Fiat 500 au 3e étage où se trouvait la rédaction? Alors on s'est mis à 12 ou 14, on a monté la voiture, on l'a mise devant l'ascenseur. Ensuite on a fait appeler le service par le service sécurité, on a fait appeler Tommy Franklin. Monsieur Franklin, votre voiture gêne les camions de l'orchestre. Il dit, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il est allé changer sa voiture, il passe sur le palier devant l'ascenseur, devant la Fiat 500 qu'on lui avait prêtée.
et il fait pas attention, c'est tellement énorme. Et puis, il entend des rires, il se retourne et il voit, il y avait 90 personnes qui étaient planquées derrière les planques vertes, et il voit sa voiture, et là, il a dit « Vous l'avez montée, vous la redescendrez ». Et on l'a redescendue. Alors, il y a quand même une chanson qui est liée justement à cette maison de la radio. L'important, c'est la rose, l'important. L'important, c'est la rose de Gilbert Bécaud. Jean-Claude Bourré, cette chanson est née parce que le jour de l'inauguration de la maison de la radio, Louis Hamad, à l'époque, qui travaillait à la préfecture de police, sort avec sa voiture officielle après la réception, et il y avait des fleurs qui étaient là, et il y a une voiture qui touche ces roses. Et l'agent de la circulation prend la rose et fait la circulation avec la rose, et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de cette chanson. Ah, je ne savais pas cette anecdote, mais qui est tout à fait charmante. Alors, c'est vrai que c'est votre époque de radio, et puis ensuite, vous avez eu envie de faire de la télévision, parce que la télé, c'était pas du tout dans vos projets au départ, Jean-Claude. Et j'en avais peur. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne, en noir et blanc. C'était 24 heures sur la une. Après, il y a eu quelques années plus tard la deuxième chaîne qui était en couleur. Et après, il y a eu le 1er janvier 1973 à 18h30, la création de France 3 en couleur. On avait pris quelques journalistes qui semblaient un peu plus doués que les autres, si j'ose m'exprimer ainsi, dans la rédaction de France Inter. J'en faisais partie, et on m'a demandé de faire le premier journal télévisé de France 3 à 18h30 dans le 135 de la maison de la radio. Et il y a eu d'autres choses ensuite. Il y a eu une autre date importante aussi, c'est le 6 janvier 1975. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Claude Bourré. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Claude Bourré. Nous parlerons tout à l'heure de ces ovnis qui voyagent dans le temps, votre nouveau livre chez Guy Trédaniel. Et on fait justement un retour dans le temps avec votre carrière qui a débuté à la radio, on l'a expliqué, à France Inter. Et puis le 6 janvier 75, c'est une date importante. C'est votre première apparition sur TF1, mais non pas pour présenter le journal, mais vous êtes assis sur un banc avec Roger Giquel et l'autre journaliste. Et je crois que c'est Henri Marc et Georges Decaune qui présentent ceux qui vont présenter le journal. C'était une révolution dont je n'avais pas conscience à l'époque, évidemment. Arrivé sur TF1, qui était encore en noir et blanc, d'ailleurs, en janvier 1975, qui était le porte-avions nucléaire du PAF, qui faisait 85 à 90% de l'audience, sinon plus, et qui était en concurrence, entre guillemets, puisque c'était la même maison pratiquement, avec France 2, qui était en couleur, c'est ce qui faisait son intérêt, et France 3, qui était en couleur, mais qui avait très peu de programmes attirants. Donc, on se demandait pas si on avait fait 5 ou 6 millions de téléspectateurs, mais est-ce qu'on avait franchi la barre des 12 millions de téléspectateurs. Et vous êtes arrivé à la télé alors que c'était pas du tout votre but au départ. Moi, je suis un petit-fils de paysan de Lozère-Ardèche. Donc, si vous voulez, j'avais les pieds dans le fumier quand j'avais 16, 17, 18 ans. J'ai d'ailleurs nettoyé des étables et des écuries avec une brouette maculée de fumier, parce qu'on me disait, tu es costaud, tu vas nettoyer l'étable ou l'écurie. Donc, c'était pas du tout mon milieu. Moi, je suis issu d'un milieu extrêmement simple, mais dont je suis très fier, parce que ce sont des gens qui ont des valeurs, et ces valeurs, ce sont celles de la campagne, et avec les écologistes aujourd'hui, on retrouve un peu ces valeurs. Alors, il se trouve aussi que TF1 vous a appelé. Oui, alors Jacqueline Baudrier m'avait proposé, puisqu'elle était devenue la patronne de 24 heures sur la une, ça c'était avant la privatisation, ou plutôt avant la fin de l'ORTF et la naissance des chaînes de télévision indépendantes, les unes des autres. Elle m'avait dit, il faut que vous veniez faire de la télévision avec moi. J'avais dit non parce que j'estimais que j'étais trop jeune et que je n'avais pas assez d'expérience. Après, quand Christian Bernadac et Jean-Louis Guillot, le père d'ailleurs de celui qui a été le pacha du Charles de Gaulle, du porte-avions nucléaire, m'ont demandé de venir. J'ai dit, cette fois je suis prêt, parce que j'avais quand même presque 8 ans de professionnalisme derrière moi, et donc je me sentais à peu près prêt, et je suis arrivé dans cette grande rédaction, n'étant pas tout à fait conscient de ce qui m'arrivait.
Alors, il se trouve aussi que Roger Giquel est arrivé en même temps que vous, qui est devenu aussi un maître du journal télévisé, et il a vraiment inventé quelque chose. Et dans le temps, Claude Darget avait été le premier. On a oublié Claude Darget, mais quand il n'était pas d'accord avec le gouvernement, il lisait son bulletin d'une voix neutre. Et il restait quand même, on ne le virait pas, alors que le ministère de l'Information s'en occupait et surveillait le journal. Et il y avait aussi Yves Mourouzi qui est arrivé en même temps que vous, Jean-Claude Bourré. Oui, c'était les grandes stars de l'époque. Yves Mourouzi, qui a été une immense star des années 75, 1988, 89, 88, je crois qu'il a arrêté en 87 même. Et puis Roger Giquel, qui était la locomotive du 20h, qui parlait d'ailleurs beaucoup parce qu'il expliquait beaucoup aux téléspectateurs. Il était adoré, il avait une cote de popularité immense et c'était un homme très sympathique dans le privé. Alors, Giquel était très précis, Mourouzi improvisé, et vous, on vous confie le week-end et vous avez eu un style très différent, Jean-Claude Bourré, très organisé. Moi, je considérais, à tort ou à raison, que la télévision, c'est de l'image. Donc, j'avais la réputation, chez les journalistes reporters d'image, d'être celui qui parlait le moins face caméra. C'est-à-dire que sur un journal qui faisait en gros 30 minutes, j'avais 5 à 6 minutes de plateau, c'est-à-dire que je parlais 5 ou 6 minutes face caméra, alors que Roger Giquel, lui, parlait facilement 17-18 minutes. La différence, c'était quoi? C'était des reportages dans lesquels les confrères pouvaient s'exprimer parce qu'ils avaient davantage de temps pour faire le montage. Donc j'avais souvent de très bons reportages le week-end à cause de ça. C'était une innovation de parler peu à la télévision? Oh, je ne sais pas si c'était une innovation, mais je considérais que mon visage et ma voix n'avaient pas une grande importance, qu'il suffisait que j'explique en quelques phrases ce que nous allions voir, et je préférais qu'il y ait 20 secondes de Bourré et 3 minutes de reportage derrière, plutôt que 3 minutes de Bourré et 20 secondes de reportage derrière. Et j'en veux pour preuve la première interview que vous avez réalisée dans le 20h avec Pierre Balmain. Écoutez, une seule question. Pierre Balmain, au fond, à quoi servez-vous? Tac, directement, pas bonjour, pas merci de me recevoir. Vous y allez directement, Jean-Claude Bourré. Oui, ça fait partie aussi de ce que l'on m'a appris, à être court, clair, concis, précis. Donc une question, c'est un sujet, un verbe, un complément. Et vous avez innové aussi dans ce journal en inventant la carte météo satellite. Aujourd'hui, elle est présente partout et on vous la doit, Jean-Claude Bourré. Oui, vous savez, il y a quelques innovations comme ça dont je m'honore d'avoir été à l'origine. Et c'est une histoire tout à fait extraordinaire et je la raconte ici pour la première fois. Comme je suis un petit-fils de paysan, je sais à quel point pour les gens en général, qu'ils soient paysans ou pas, de toute façon on est tous des descendants d'agriculteurs, à 1, 2, 3, 4 ou 5 générations, je sais à quel point la météo est importante. Donc j'ai estimé qu'il fallait que tous les jours je mette la météo dans le journal télévisé. Je suis allé, j'ai traversé quasiment la rue, depuis la rue Cognac-G, voir la météo qui était juste de l'autre côté de la rue. Et je suis arrivé dans le bureau du directeur, j'avais évidemment rendez-vous, et je lui dis, qu'est-ce que vous avez comme instrument pour nous prédire la météo? Il avait sur son bureau, ça me restera toute ma vie, la photo de la France vue de satellite, en noir et blanc. Vous imaginez pas le choc que ça a été pour moi de voir la France vue de satellite, mais en noir et blanc. C'est-à-dire que les nuages étaient gris foncé, la terre était grise claire, et puis la mer était entre les deux. Alors, comme nous étions à l'époque, nous sommes devenus en couleur à la fin de l'année 75, si ma mémoire est bonne, évidemment, il fallait que cette carte soit en couleur. Et j'avais le service décoration de TF1 qui me téléphonait tous les jours pour me dire « Jean-Claude, on ne sait pas où est la France, viens nous aider et tout ». Et je descendais, je disais « Mais si, vous voyez bien qu'il y a le Cotentin là, donc vous mettez des pointillés pour montrer que la France est sous les nuages, et vous mettez la mer en bleu, vous mettez la terre en vert et les nuages en blanc ». Et c'est comme ça que c'est né. Quand on pense que la météo, au début, les premières images à la télévision, au journal télévisé, c'est un petit bout de carton filmé à Météo France. On met ça dans un taxi et on va développer la bobine rue Cognac-G quelques heures plus tard. Ça n'a plus rien à voir et on faisait ça 2 fois par semaine seulement.
Oui, c'est pour ça qu'il a fallu dépoussiérer un peu le processus. Alors, vous parlez de la couleur, et justement, le 21 décembre 75, TF1 passe à la couleur, et qui présente le journal de 20h? Jean-Claude Bourré. Je vous le donne en mille. Et il y a un gag, parce que le journal est devenu en couleur, non pas à 20h, mais à 13h, et j'avais demandé à une grande société qui fait des feux d'artifice, de tirer un feu d'artifice, je crois que c'était rue Giry, si ma mémoire est bonne, de tirer un feu d'artifice depuis le premier étage de la maison de la radio. Et il s'est passé la scène suivante, c'est que j'étais dans le studio de la rue Cognac-G sur TF1, Jean-Louis Guillot, qui était président de TF1, a appuyé sur le bouton pour dire « Eh ben voilà, j'appuie sur le bouton, et maintenant vous recevez TF1 en couleur ». Il y avait 40 téléviseurs dans le studio, tous étaient en noir et blanc. Et j'ai dit, ben voilà, bravo, tout est en couleur. Je me suis dit, pourvu que ce soit vrai, parce que je n'avais pas le retour couleur. Et il y avait une réception à la Tour Eiffel. D'ailleurs, le ministre était venu appuyer sur le bouton avant le journal. Alors, dans ce journal, et vous êtes l'un des premiers, on traite tous les sujets. L'actualité, vous recevez Françoise Giroud, secrétaire d'État à la Culture, et vous évoquez la saison des fraises. Tout y passe. Bien sûr, nous étions très éclectiques et nous avions à cœur, non pas de faire du parisianisme, mais d'aller dans les provinces chercher l'information. Et l'information, c'était des scoops quelquefois. Par exemple, le nuage de Tchernobyl, Jean-Claude Bourré, eh ben, son existence, c'est vous qui nous l'avez révélé à la télévision. Oui, parce que imaginez-vous que quand il y a eu l'accident de Tchernobyl, j'étais en croisière avec ma femme en Méditerranée. Je crois que c'est la seule fois de ma vie de journaliste que j'ai réussi à prendre 6 jours d'affilée. Et je m'en souviens évidemment très très bien. Et puis, nous n'avions pas d'informations, il n'y avait pas les smartphones à l'époque, mais sur la cabine du capitaine, tous les soirs, il y avait une petite feuille de papier sur laquelle étaient imprimées les principales informations du monde. Et un jour, avant d'aller dîner, je regarde les informations du jour, c'était vers 19h30, URSS, accident nucléaire à Tchernobyl, 2000 morts. Alors, mon épouse qui travaillait au commissariat à l'énergie atomique était évidemment complètement impliquée dans ce genre d'informations. Je dis, mais c'est incroyable, il y a une usine atomique qui a explosé en URSS, il y a 2000 morts. Et j'attendais avec impatience d'arriver à terre. Donc nous sommes arrivés en Italie, tous les journaux faisaient 8 colonnes à la une sur la radioactivité, etc. Je suis arrivé à Paris par avion le dimanche soir. Il n'y avait rien dans le journal du dimanche, il y avait 3 lignes, en page 22, accident nucléaire à Tchernobyl, l'incendie est maîtrisé. Il y avait 4 ou 5 lignes, je me dis, c'est pas possible. Alors, dès le lendemain, le lundi, j'ai mobilisé mon équipe de journalistes du week-end, j'ai dit, toi, tu vas essayer de savoir quel est le taux de radioactivité à la frontière entre la Belgique et la France, toi, entre le Luxembourg et la France, toi, entre l'Allemagne et la France, etc., l'Italie et la France, Monaco et la France, l'Espagne et la France, et au bout de 2-3 jours, j'avais dans mon bureau la carte d'Europe, et il y avait les becquerels. Donc il y avait 0 becquerel en France, et puis 1 mètre plus loin dans la frontière, il y avait 5000, 6000, 7000 becquerels. J'ai dit, bon là, il nous raconte des histoires. Et quand j'ai téléphoné au patron du SCPRI, Service Central de Protection des Rayonnements Ionisants, il m'a dit, vous êtes le seul journaliste qui a fait sérieusement votre métier, je viendrai demain samedi à 13h vous dire ce qu'il en est. Il est venu. Il nous a dit que effectivement le nuage avait traversé la France, que des taux de radioactivité avaient été multipliés par 400, et ça a fait 8 colonnes à la une de tous les journaux le lundi suivant. C'est du journalisme que vous avez continué à pratiquer et qu'on évoque avec une autre date, le 7 décembre 1990. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Claude Bourré. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Claude Bourré. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre, Les ovnis voyagent dans le temps, chez Guy Trédaniel. Plein de révélations. On a déjà pas mal de révélations et je vous en remercie avec ces scoops dans les clés d'une vie que vous nous révélez, Jean-Claude Bourré. Et une date importante, 7 décembre 1990, c'est la dernière de Duel sur la 5. Et vous demandez aux téléspectateurs de la 5 si Duel sur la 5 c'était bien ou nul.
Oui, parce que j'avais le sentiment que nous, les journalistes professionnels, on devait s'effacer devant nos invités. Quand on est journaliste et qu'on reçoit quelqu'un, c'est pour qu'il parle. Sinon, si c'est pour se mettre en valeur, autant ne pas l'inviter. Et donc, dans la rédaction de la 5, il y avait quelques confrères qui disaient « Ah oui, Bourré, il est comme ça, il bouge pas devant l'écran, devant les caméras, il laisse les gens s'exprimer, c'est pas normal, il devrait intervenir plus souvent, etc. » C'était le principe de Duel sur la 5. Je prenais un thème qui était mobilisateur. Je me souviens d'un cas qui pourrait être diffusé aujourd'hui. Immigration. Est-ce qu'il y a trop d'immigrés en France? Vous voyez, c'était il y a plus de 30 ans déjà. Alors, je prenais un député socialiste, un député du Front National, et puis je disais, c'est vous qui commencez, parce qu'on faisait un tirage au sort avec une pièce de monnaie, et puis il s'écharpait en direct. Et les téléspectateurs jugeaient. C'est-à-dire qu'à la fin des 25 minutes de débat, ils avaient 2 numéros qui s'affichaient. Si vous votez pour le député socialiste, vous appelez tel numéro. Si vous votez pour le député du Front National, vous votez tel numéro. Et il y avait 20 000 voix maximum qu'on pouvait absorber techniquement. Et tous les jours, on saturait. On avait plus de 20 000 votants. Alors, il trouve qu'il y avait aussi le Minitel. D'ailleurs, on a oublié que Minitel, ça veut dire médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. C'était le prélude des ordinateurs. Et c'était Roger Tallon, qui était designer du TGV Atlantique, qui avait trouvé le nom du Minitel. Ah, ça, je ne savais pas. Ben voilà, je ne regrette pas d'être venu sur Sud Radio dans votre émission. Eh bien, c'est réciproque. Duel sur la 5, ça a été finalement la première émission interactive de l'histoire de la télévision. Il y en a partout aujourd'hui. Et encore une fois, vous les avez inventés, Jean-Claude Bourré. Alors, je ne sais pas si j'ai inventé, soyons modestes, mais en tout cas, je sais que ça fait école. Et ce que je regrette, évidemment, aujourd'hui, c'est que on n'utilise pas les moyens qui sont à notre disposition, notamment nos smartphones et nos ordinateurs, pour faire des sondages en temps réel. Voilà. Alors, cette aventure sur la 5 dont on a beaucoup parlé, finalement, vous aviez une autoroute sur TF1 et vous avez choisi l'aventure de la 5, ce qui est un risque au départ, Jean-Claude Bourré. Oui, c'était un risque et puis c'était un peu dans ma nature. J'avais 13 ans de rédaction en chef et de présentation du journal de 13h et de 20h du week-end sur TF1 et j'avais, au bout de 13 ans, envie de changer un peu. Alors, ce qui était intéressant, et ce que je raconterai d'ailleurs dans un livre qui sortira, je crois, fin septembre ou début octobre de cette année, la 5, l'histoire secrète, parce que avec Berlusconi, il y a eu des choses incroyables, mais incroyables. Je reviendrai pour vous les raconter. Ah oui, parce que moi, Berlusconi qui vient de nous quitter, je me souviens l'avoir rencontré un jour pour un reportage. Il avait un appartement somptueux près des Champs-Élysées. Il vous accueillait au piano en jouant Au revoir Paris de Charles Trenet. Oui, mais ça, c'est tout à fait lui. Il était tout à fait charmant. C'était l'homme le plus riche d'Europe, sans doute. Ce que m'avait dit Patrick Lelay, qui voulait absolument que je reste sur TF1. Mais finalement, je suis parti avec Berlusconi, certainement pas pour des questions d'argent, puisque TF1 me proposait à peu près 7 fois ce que me proposait Berlusconi. Donc, vous voyez, alors j'ai fait le calcul. Berlusconi et Hersant me proposaient à la louche 150 000 euros par mois, avec une voiture, un chauffeur, une carte de crédit avec des frais illimités. Ça, je me souviens très bien de ça. Parce que oui, moi, petit-fils de paysan qui remuait le fumier quand j'avais 17-18 ans, ça m'a marqué. Et je suis parti pour 12 000 euros par mois avec Berlusconi. Voilà. Et effectivement, vous aviez envie de cette aventure, parce qu'en plus, c'était une aventure où vous avez trouvé des jeunes. Je me souviens, François Barouin, aujourd'hui député maire, il a débuté sur la 5. À l'époque, il ressemblait à Harry Potter. Oui, c'est un homme que j'aime beaucoup parce que Barouin a une très belle voix. C'est un ancien journaliste d'Europe 1. Et il a une façon de s'exprimer qui correspond un peu à la vieille école, mais qui est remarquable parce que, au moins, quand il dit quelque chose avec sa très belle voix, on comprend ce qu'il dit. Alors que souvent, maintenant, c'est de la bouillie pour les chats. Alors, il se trouve aussi que cette aventure de la 5, ça n'a pas été simple, Jean-Claude Bourré, parce que vous aviez peu de moyens, finalement, les actionnaires se succédaient, et il fallait faire de l'information.
Oui, mais la rédaction de la 5, c'était des jeunes journalistes qui faisaient de la télé pour la plupart pour la première fois. Nous, on était déjà des vieux puisqu'on avait 45 ans et on leur donnait la liberté totale à condition évidemment qu'on vérifie les informations. Et ils pensaient que c'était ça la télé, que c'était la liberté totale. On partait et puis on faisait le reportage et il était diffusé comme ça sans aucune censure de quelque nature que ce soit. Et puis après, quand la 5 est morte et qu'ils sont allés sur les autres chaînes de télé, là, ils se sont rendus compte que la liberté dont ils bénéficiaient n'était pas l'apanage de toutes les chaînes modernes. Et ça n'a pas été simple parce que vous avez souvent changé d'actionnaire sur la 5 et il fallait tenir le choc, Jean-Claude Bourré. Oui, vous savez, tenir le choc, j'ai été adulé et critiqué, on m'a accusé d'avoir volé les téléspectateurs, ça me poursuit encore parce qu'il y a toujours des gens sympathiques qui me disent « qu'est-ce qu'il est devenu l'argent de la 5 ?» Mais je réponds « il est sur mon compte en Suisse, évidemment, parce que la question idiote, réponse idiote. Vous pensez bien que si j'avais volé le moindre centime aux téléspectateurs, d'abord je ne pourrais même pas me regarder dans une glace, mais avec tous ceux qui essayaient de trouver la faille, comment on peut attaquer Jean-Claude Bourré, comment on peut le dévaloriser aux yeux de l'opinion publique, il y a longtemps que ce serait sorti. Or, j'ai fait quelque chose que personne n'a fait. C'est-à-dire qu'il y avait, vous avez parlé très justement du Minitel Jacques P6, qui est une sorte d'ordinateur qui existait à l'époque. Je dis ça pour les jeunes qui nous écoutent. Et donc, sur ce Minitel, sur le compte de la 5, tous les jours, je mettais ce que nous recevions, d'où ça venait, et ce que nous dépensions et pourquoi. Tant de francs, parce qu'à l'époque c'était des francs, tant de francs parce que nous avons payé notre avocat, tant de francs parce que nous avons acheté du matériel, tant de francs parce que c'est la location de nos locaux, etc. Il n'y a pas un centime qui ait pu être caché techniquement. En tout cas, vous avez fait un livre dont on reparlera dans les clés d'une vie et on en parlera à la rentrée. Mais là, il y a aussi une autre invention que vous avez faite à la télévision. Là aussi, vous êtes un pionnier. Écoutez. Car les émissions du matin à la télévision, aujourd'hui sur TF1, sur France 2, avec Télématin, le pionnier, c'est Jean-Claude Bourré avec Bonjour la France. Oui, Bonjour la France sur TF1, mais Bonjour la France, si vous voulez, parce que j'avais été viré, il faut dire les choses comme elles sont, du journal de 20 heures, parce que j'avais fait mon métier de journaliste. Et pourquoi j'ai été viré du journal de 20 heures sur TF1 ? Tout simplement parce qu'au moment où il y a eu la série de grandes manifestations à l'époque en faveur de l'école libre, vous savez que la gauche voulait supprimer l'école libre et que les parents et les enfants d'ailleurs et les enseignants qui bénéficiaient de l'école libre se sont mobilisés et un jour, il y a eu la manifestation finale à Paris. Manifestation finale, tout le monde attendait le chiffre du ministère de l'Intérieur, ou plutôt le nombre, et à 18h30 à peu près, une dépêche tombe sur l'agence France Presse disant « Il n'y aura pas d'estimation du ministère de l'Intérieur pour la manifestation de Paris de cet après-midi ». Je téléphone immédiatement au ministre de l'Intérieur qui s'appelait Gaston Defferre. On me passe la directrice de la communication. Je lui dis, mais vous vous rendez compte que ce soir, à 20h, je vais dire, il y avait 1 million de manifestants selon les organisateurs. Et pour la première fois, le ministère de l'Intérieur ne donne aucun chiffre. Ça va complètement crédibiliser ce que diront les organisateurs. Elle me dit « Oh là là, on n'avait pas pensé à ça, je vous rappelle tout de suite ». Elle me rappelle vers 19h30, elle me dit « Environ 800 000 ». Nombre pas tout à fait définitif. Mais je dis, ça veut dire quoi, pas tout à fait définitif ? Oh, il y aura peut-être encore 40 ou 50 000, mais dites 800 000, je vous garantis que c'est le bon nombre. Alors, j'ai dit, bon, alors, je vous pose tout de suite une deuxième question. On était à 30 minutes du 20h. J'ai dit, depuis combien de temps, à Paris, il n'y a pas eu, selon le ministère de l'Intérieur, 800 000 manifestants ? Elle me dit, oh, vous et vos questions. Et puis elle me téléphone 10 minutes après, elle me dit « Depuis la Libération ». Et je commence mon journal de 20h sur TF1 en disant « Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Paris a vécu aujourd'hui sa plus grande manifestation depuis la Libération, avec plus de 800 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur et 2 millions, comme d'habitude, selon les organisateurs. Mitterrand
regardez le journal de 20h. Parce que la gauche était quand même très embarrassée par ce dossier. Ils voient ça, ils pensaient que tout avait été verrouillé. L'agence France Presse, France Inter, TF1, etc., ils avaient des copains partout. Mais Bourret faisait pas partie des copains, il avait fait son métier de journaliste. Et puis à la fin du journal de 20h, Alain Danvers, qui était sympathique confrère, mais qui était passé du rang de petit reporter au rang de directeur de l'information de TF1, parce qu'il était fils d'un député socialiste, me convoque dans son bureau et commence à m'engueuler. En disant, mais qu'est-ce que tu as raconté à 20h ? Mais j'ai dit, comment ça, qu'est-ce que j'ai raconté à 20h ? Oui, tu as dit que c'était la plus grande manifestation depuis la Libération, avec 800 000 personnes. Ce n'est pas dans les dépêches. Et là, je lui ai dit, je m'en souviens très bien, ce qui différencie un militant du Parti socialiste d'un journaliste qui essaye de faire son travail honnêtement, c'est que moi, je suis allé chercher l'information. Ah oui, Bourret, la grande gueule, toujours raison. Et où est-ce que tu as pris ces informations ? Mais auprès de tes amis. Auprès de tes amis. J'ai eu Monsieur Defer, j'ai eu son attaché de presse. Et là, il est devenu blanc. Mais tu as eu Defer et tu as eu l'attaché de presse. J'ai dit, bah oui, c'est eux qui m'ont donné ça, je l'ai pas inventé. Oui, bon, on verra, etc. Bon. Évidemment, on a tout vu. Il faut virer Bourret. Il est pas fiable. Il dit des vérités à l'antenne. C'est pas supportable. Donc j'ai été viré. Et comme ils n'avaient rien à me reprocher, ils ont dit, écoute Jean-Claude, on te fait une proposition formidable. Tu vas créer la première télévision du matin en France. Et j'ai créé la première télévision du matin. On s'est retrouvé tous les placardisés qui étaient classés non socialiste, j'ose pas dire à droite, parce que moi je suis ni à droite ni à gauche, je suis français et j'essaye de trouver la bonne voie quand il y a un problème. Et il y avait notamment Jean-Pierre Pernaut qui était avec moi. Et André Théron d'ailleurs, d'où la plaisanterie, Théron, Pernaut, Bourret, etc. Ah oui, mais il y avait Robinet aussi, Jean-François Robinet. Et c'est vrai que vous avez inventé une formule qui a été reprise depuis. Oui. Vous traitiez tous les sujets. On était tellement contents d'être ensemble le matin, de faire cette heure d'émission où on rigolait. Il y avait Pierre Rousselet-Blanc qui était vétérinaire et qui amenait des animaux. Je me souviens une fois, il m'a dit j'ai un truc extraordinaire pour dimanche matin. C'est un couple qui a une 50aine d'années. Ils élèvent 2 singes comme si c'était des enfants. Ils sont habillés. Il y a une femelle avec une petite robe. Il y a un mâle avec des pantalons. Donc, ils viennent, les gens, dans le studio de TF1 rue Cognac-G, et puis, les 2 singes s'échappent, et ils se mettent à sauter dans les projecteurs, tout à fait en haut, personne ne pouvait les attraper, ils étaient à 4 ou 5 mètres de hauteur. Un bordel incroyable. Et puis, à un moment donné, il y avait Murialès qui présentait la météo, et d'un seul coup, il y a l'un des singes qui descend, qui vient sur la table, puisqu'on avait fait une table en fer à cheval, comme ça, et qui la regarde à 50 cm. Elle était tétanisée de peur. Elle a dit à l'antenne, j'ai les chocottes. Mais c'était des moments formidables. Ce sont des souvenirs fabuleux. Là, on va revenir au présent, à une date précise, le 8 juin 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Claude Bourret. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Claude Bourret. On a parlé de votre passé de journaliste à la radio, à la télévision, de votre vrai travail de journaliste. Et puis, vous avez une autre passion, ce sont les ovnis. On le sait depuis longtemps. Et là, sort chez Guy Trédaniel un livre d'entretien, Les ovnis voyagent dans le temps, avec Patrick Marquet, qui est un physicien. Alors, je rappelle pour celles et ceux qui ne savent pas que les ovnis, la première fois que vous en avez parlé à la télévision, c'est le 14 octobre 1974, dans Nord Actualité, à l'occasion de la sortie d'un livre, La nouvelle vague des soucoupes volantes. C'est dire si vous connaissez le sujet, et même si depuis quelques années on dit mais qu'est-ce qu'il a à nous raconter tout ça ? Ça, c'est vrai que c'est pour vous quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose d'essentiel, et ce que je vais vous dire, Jacques, est très important et très grave. C'est-à-dire que je pense que les objets volants non identifiés, c'est la solution pour éviter les guerres de religion. Pourquoi ? Parce que je crois que l'origine de toutes les religions, quelles qu'elles soient, c'est un contact qui a eu lieu entre nos ancêtres et une ou des civilisations venant de l'espace. À partir du moment où on prend conscience de ça, que ce soit le Mahabharata pour les hindous, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, avec la sourate 53, l'étoile, la sourate 54, la lune,
Toujours le même schéma, quelque chose qui descend du ciel, qui est piloté avec quelqu'un qui est à l'intérieur. Si on prend la dernière religion qui est celle des musulmans, vous avez dans la sourate 53, je cite la sourate, je ne fais aucune interprétation, vous avez Mahomet qui est en réflexion et en prière dans le désert et il voit descendre quelque chose à l'intérieur de ce quelque chose qui est lumineux. Il y a l'archange Djibril, l'archange Gabriel qui va lui dicter le Coran. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc qui descend du ciel et qui est piloté? Et la sourate 54, c'est « Et la lune se coupa en deux ». Ce qui est derrière, il y a une moitié de la lune qui est descendue sur Terre. Parce qu'à l'époque, évidemment, on ne pouvait pas parler d'objets volants non identifiés. Vous avez la jument magique Bourak, qui a permis à Mahomet de faire le voyage magique de la Mecque à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que la jument magique qui permet de faire plus de 1000 kilomètres en quelques dizaines de minutes, sinon un objet volant non identifié. Vous voyez, tout se met en place pour que nous comprenions que nous sommes confrontés à une ou des intelligences venues d'ailleurs. Ce qui manquait, c'était la réponse à la question, mais s'ils nous visitent depuis des milliers d'années, pourquoi ne prennent-ils pas contact avec nous? Et ça fait 50 ans que vous posez la question, et la réponse est dans ce livre, grâce à un entretien avec ce physicien Patrick Marquet. Comment l'avez-vous connu et comment est né ce livre, Jean-Claude Bourré? Alors, vous savez, bon, j'ai 82 ans, donc j'ai un petit carnet d'adresses, et j'ai rencontré Patrick au hasard de rencontres amicales avec des amis. Patrick Marquet est un physicien de très haut niveau, inconnu du grand public, parce que vous avez beaucoup de scientifiques qui sont de très haut niveau et qui travaillent dans leur laboratoire sans pour autant avoir les honneurs de la presse. Et en discutant avec lui, je me suis rendu compte que pour comprendre ce à quoi nous étions confrontés, il fallait introduire la notion de voyage dans le temps. Est-ce que le voyage dans le temps est possible? S'il est possible, à ce moment-là, tout devient lumineux. C'est-à-dire que les ovnis qu'on a vus, que nos ancêtres ont vus, il y a 2000, 3000 ou 4000 ans, et les ovnis qu'on voit aujourd'hui, ce sont peut-être les mêmes pour lesquels il s'est écoulé 8 jours, 15 jours ou 6 mois, alors que nous, on les voit depuis 3000 ans. Et est-ce que le voyage dans le temps est possible? Ce livre répond parfaitement à cette question. Oui, c'est scientifiquement possible. On sera même un jour capable de construire une machine à voyager dans le temps, peut-être pas avant 40 ou 50 ans, avec les ordinateurs quantiques. Et à ce moment-là, nous pourrons peut-être avoir un contact avec nos créateurs. Alors, il se trouve que le voyage dans le temps, la machine à explorer le temps, c'est H.G. Wells, qui était d'ailleurs chimiste au départ, qui était destiné à une carrière scientifique, qui est devenu un écrivain. Ça relève de la science-fiction, alors que finalement, d'après vous, Jean-Claude Bourré, c'est une réalité à venir. Alors, c'est une réalité, et je le dis pour les croyants, c'est-à-dire pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, puisque les musulmans reconnaissent l'Ancien Testament comme étant un livre sacré. Il y a une phrase dans la Bible que j'ai mise en exergue et qui résume tout. Et cette phrase est la suivante. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Je crois qu'on ne peut pas résumer de façon plus éblouissante le fait que ceux qui nous ont visités il y a 2000, 3000 ou 4000 ans voyageaient dans le temps. Et en même temps, pour eux, 2000 ans, c'est 15 jours, en gros. Exactement. Et ça s'explique par l'énergie négative, que peu de gens connaissent. Oui, c'est la théorie des quantas qui a été émise par Einstein et qui permet de comprendre que peut-être qu'au-delà de notre propre monde qui est situé dans une période de la vie que nous connaissons bien, puisque maintenant avec les médias nous sommes informés instantanément, eh bien il y a sans doute un autre monde auquel nous pouvons avoir accès quand nous serons capables de créer ces machines à voyager dans le temps dont nous connaissons et nous comprenons les principes. Et ça, c'est ce physicien dans ce livre qui vous explique les principes, mais de façon simple. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre scientifique complexe à comprendre. Non, c'est un livre très simple à comprendre pour que tout le monde, quel que soit son niveau culturel scientifique, puisse y avoir accès. En revanche, comme ce que je dis et j'écris est tellement extraordinaire, le voyage dans le temps,
il faut quand même que ce soit souché sur quelque chose. Et il y a une 20aine de pages à la fin du livre pour ceux qui ont un niveau scientifique d'un certain niveau, si j'ose dire, qui puissent comprendre quelles sont les sources. Voilà, mais ce projet, cette envie, cette histoire de voyage dans le temps, ça fait 50 ans qu'on la recherche finalement. Oui, parce qu'on se doute bien, nos ancêtres se doutaient bien qu'il y avait quelque chose de tout à fait incompréhensible. C'est un peu comme si on était devant Louis XIV et que vous soyez là, Jacques Pessis, devant lui, et que vous lui disiez, mais vous savez, nous, on est capable de voyager dans l'air, comme les oiseaux, et à plus de 2000 km/h, si on veut. Et vous auriez les plus grands scientifiques qui auraient été autour de Louis XIV, qui auraient dit, mais ce monsieur est complètement fou, avec le voilier le plus rapide, on peut peut-être aller à 15, 20 ou 25 nœuds, mais pas plus. Parce qu'après, la résistance de l'eau de mer varie et augmente avec le carré de la vitesse. Donc, à partir de 20 à 25 nœuds, on ne peut pas aller plus vite. Mais vous avez conquis une autre dimension, qui est celle de l'air. Eh bien, nous, on conquiert une autre dimension encore, qui est celle du temps. Alors, justement, il y a un film très célèbre dont vous allez reconnaître le générique. Retour vers le futur, film culte. Aujourd'hui, il y a des projections dans la France entière avec des milliers de personnes qui regardent les trois films pendant toute une nuit. Et c'est vrai que Retour vers le futur, ça correspond à la théorie que vous développez, Jean-Claude Bourré. Oui, c'est pas moi qui la développe, c'est Einstein. Einstein a expliqué que le temps s'écoulait différemment selon les vitesses respectives des observateurs. Donc, on sait très bien que le temps n'est pas la notion que nous pensons connaître, parce que nous avons tous un smartphone avec l'heure qui s'inscrit, et on dit, tiens, j'ai passé 10 minutes chez un ami, ou 45 minutes chez le coiffeur, mais là, on a affaire, grâce aux théories de la physique fondamentale, à quelque chose qui nous ouvre l'esprit sur une autre dimension à laquelle nous sommes confrontés, qui est la dimension du temps. Alors, il se trouve que vous donnez quelques exemples concrets avec Patrick Marquet dans ce livre, Jean-Claude Bourré, notamment le 25 avril 1977, un caporal chilien en Bolivie qui disparaît pendant quelques heures et qui revient avec une barbe de 8 jours. Oui, alors, c'est le début du journal. Je pars d'abord sur les descriptions d'ovnis dans la Bible, en reprenant mot pour mot la Bible telle qu'elle est admise par les Juifs, les chrétiens et les musulmans, entre autres, et je montre que effectivement, il y a des descriptions d'objets volants non identifiés dans la Bible, c'est incontestable. Et puis, deuxièmement, je dis, mais alors, pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous? Ils ne prennent pas contact avec nous parce qu'ils voyagent dans le temps, et que dans leur temps à eux, il s'est écoulé peut-être 15 jours, 3 semaines ou 3 mois, alors que nous, on les voit depuis des milliers d'années. Et je raconte l'histoire du caporal Armando Valdés, je crois que c'était en 1977, et il est à la tête d'une patrouille entre le Chili et la Bolivie, et il est là pour surveiller qu'il n'y ait pas de vol de la part de prédateurs qui viendraient de la Bolivie. Donc il a une petite équipe de 8 soldats avec lui. D'un seul coup, il voit une boule lumineuse qui s'approche d'eux en pleine nuit. Il pense d'abord que ce sont les phares d'un camion de contrebandiers. Pas du tout, c'est une boule lumineuse. Quand la boule s'approche, elle fait quelques mètres de diamètre. Le caporal Armando Valdés, parce que c'est le chef de la patrouille, s'avance, il rentre dans la boule lumineuse disparaît, le caporal disparaît, et il réapparaît un quart d'heure après. Seulement, en réapparaissant un quart d'heure après, il a une barbe de plusieurs jours, et sa montre avance de 5 jours, et elle est arrêtée. Il se souvient plus de rien, il est complètement traumatisé, il va quitter l'armée. On l'a interrogé en long, en large et en travers. Évidemment, ce qu'il a vécu, c'est quelque chose qui est la porte ouverte sur la connaissance du sens de notre vie. Alors ça aussi, lorsque vous en parlez, Jean-Claude Bourré, beaucoup de gens prennent pour un fou, qu'est-ce qu'il raconte? Mais finalement, au fil des décennies, les faits vous donnent raison. Oh, moi, je ne suis pas là pour dire j'ai raison. Je suis là pour dire je suis un être humain de la planète Terre comme il y en a 8 milliards. Et cette histoire m'intéresse énormément parce que si nous arrivons à comprendre que l'origine de toutes les religions, c'est un contact qui a eu lieu entre nos ancêtres et des intelligences qui voyagent dans le temps,
tout s'éclaire. Et il n'y a plus de problème de guerre de religion, si vous voulez, puisque on comprendrait quelle est l'origine de ces religions. Et la Terre est encore jeune, comme vous le dites, et il y a encore plein de choses à découvrir, plein de planètes à découvrir. La Terre a 4,5 milliards d'années. L'univers a pratiquement 14 milliards d'années. Et la vie a pu naître sur des planètes des millions d'années ou des milliards d'années avant la nôtre. De quoi serait capable une civilisation qui aurait 1000 ans d'avance par rapport à nous? On n'est même pas capable de l'imaginer. Mais une civilisation peut avoir non pas 1000 ans d'avance, non pas 10 000 ans ou 100 000 ans ou 1 million ou 10 millions ou 100 millions d'années d'avance ou 1 milliard d'années d'avance, mais elle peut avoir 10 milliards d'années d'avance. Alors vous imaginez bien que nous sommes complètement impuissants pour imaginer ce que cela signifie. En tout cas, nous ne sommes pas impuissants pour lire ce livre, Les ovnis voyagent dans le temps, que vous signez avec Patrick Marquet chez Guy Trédaniel, qui est une avancée dans vos recherches, parce que je pense que vous allez continuer, vous n'allez pas en rester là sur le sujet extraterrestre. Bien sûr, je ne vais pas en rester là, parce que jusqu'à mon dernier souffle, j'essaierai de comprendre ce à quoi je suis confronté. Et je n'en doute pas, et ce dernier souffle sera beaucoup plus tard, et vous aurez eu le temps de revenir plusieurs fois dans les clés d'une vie. Je vous remercie pour votre optimisme et votre gentillesse. Merci Jean-Claude Bourré, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.